c'est important aussi d'avoir cette prise de conscience, et ça s'inscrit aussi dans notre projet stratégique ESS 2025, où on avait vraiment voulu mettre en avant cette thématique. C'était vraiment un défi. Donc voilà, l'organisation de ce premier forum rentre dans cette prise en compte de la thématique, et aussi la volonté de pouvoir faire rencontrer un certain nombre d'acteurs. On voit, il y a des initiatives dans le territoire régional qui sont exemplaires, au travers des prix notamment. On peut aussi récompenser ces initiatives et ce travail au quotidien. Et je le dis, c'est une économie présentielle, proche des habitants de la région. Ce sont souvent des initiatives citoyennes du territoire. Je dis une économie présentielle. Donc voilà, on est vraiment sur, je le dis, alors, on va peut-être me trouver un peu fort, mais pour moi, c'est l'économie d'avenir. Je pense qu'à un moment, on voit comment ça se passe. Il va falloir sans doute changer un peu le logiciel par rapport à ça au niveau de l'économie. Et l'économie sociale et solidaire pourra répondre, pas à tout, mais pourra répondre en grande partie à ces enjeux, à ces difficultés, et proposer des solutions d'avenir. On l'avait dit dans les propos introductifs, c'est aussi intéressant d'avoir aussi de porter l'espérance, parce que sinon, effectivement, on part tous ce soir en disant c'est fichu, il n'y a plus rien à faire. Voilà, mais non, on n'est pas comme ça, notamment au milieu associatif. Heureusement, quelquefois, on a même de beaux rêveurs, mais c'est aussi bien de pouvoir rêver et de porter des projets. Alors, une économie d'avenir déjà inscrite dans le présent, à laquelle s'intéresse notamment ESS France également, puisqu'il y a une page, on peut voir sur le site internet, consacrée à la transition, et puis il y a également donc, des personnes ressources au niveau national, mais aussi régional, avec des chargés de mission en charge de la transition écologique et énergétique. Voilà, tout à fait. Alors, il y a ce réseau qui existe. Alors, je fais un petit clin d'œil à Edouard, mais tout le monde l'a vu, hein. Il peut peut-être lever la main. Voilà, c'est lui. C'est lui, monsieur Transition écologique et énergétique, au sein de la classe de la Loire. On a vraiment voulu aussi porter cette thématique, hein, et on est aussi aidé par la région, hein, sur cette thématique, parce que c'est aussi un engagement fort de la part de la CRES de vouloir personnaliser cet engagement. Et on a fait appel à des compétences. Et donc, merci Edouard de nous accompagner sur le sujet et de nous aussi former pour un certain nombre d'entre nous. Je me tourne à présent vers les grands témoins. Est-ce que vous pouvez, les uns les unes les autres, nous expliquer comment vous êtes justement implantés dans le territoire? Je ne sais pas, par exemple, comment la MGN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, est-elle implantée à la fois dans le Loiret, mais également en région centre, afin d'être au plus près des citoyens, citoyennes? Alors, certes, je suis issue de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, mais je suis ici représentant de la Mutualité Française Centre-Val de Loire, donc, qui est donc présente sur toutes les régions pour porter la position des mutuelles qui adhèrent à cette fédération. Et sur les sujets des transitions, les mutuelles et la Fédération de la Mutualité Française portent ce sujet et s'intéressent à ces sujets, évidemment parce que les problèmes des transitions concernent aussi des problèmes de santé, donc à premier titre sur ces problématiques-là, mais s'y intéresse aussi en tant que structure aussi et sur sa propre empreinte environnementale. Donc c'est des sujets qui nous intéressent et qui sont portés et qui ont fait l'objet du 43e congrès de la Mutualité française. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, puisque plusieurs conférences notamment ont été sur le sujet des transitions. Voilà, et notamment de la question des protections sociales solidaires et durables. Bien sûr. Alors après, les chiffres encore ne sont pas évidents à décerner pour savoir qui meurt ou non du réchauffement climatique. En tout cas, il y aurait eu 15 000 morts cette année en France à cause du réchauffement climatique. Donc après, je ne sais pas, les chiffres sont discutables. C'est une fourchette basse à mon avis. Anaïs Rubaud, donc vous êtes chargée de mission régionale à l'Union nationale des associations du tourisme et de plein air. Est-ce que c'est la transition écologique et énergétique est en question à l'UNAT?
Oui, évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe déjà depuis plusieurs années, qui s'accélère vraiment depuis 2 ans, pour des raisons ne serait-ce que contextuelles. Quand on voit cet été la canicule, quand on voit l'augmentation du coût de l'énergie actuellement, du coût de l'alimentation, toutes les problématiques de santé aussi qui sont liées. Donc en effet, nous, nos structures de tourisme, elles se questionnent sur cette thématique, à la fois donc, au niveau de l'alimentation, au niveau de la réduction de l'énergie, aussi au niveau de la mobilité. On se rend bien compte que la mobilité aujourd'hui, c'est un gros problème en termes d'empreinte carbone. Et donc on a des réflexions notamment sur le tourisme de proximité, sur la valorisation des mobilités douces, sur ces problématiques de dernier kilomètre. Donc c'est en effet des sujets qui sont très importants pour nous aujourd'hui. Et pour le crédit coopératif, Hervé Renaud. Merci. Alors, pour le crédit coopératif, je suis très heureux de participer ce soir à cette conférence. Il y a un sujet aujourd'hui qui est la finance. La finance, on l'a vu de plus en plus verte. Et la finance, le dernier échelon, ce sont les banques et les financements qu'elles sont amenées à mettre en œuvre. À cet effet, au crédit coopératif, on a fait le choix d'exclure tous les financements d'extraction carbonique, c'est-à-dire toutes les énergies carbone, que ce soit le schiste bitumineux, le fossile en général, et donc 100% de nos financements excluent ce type de financement. Et on finance 100% d'énergie renouvelable. Et on peut illustrer sur le territoire, c'est possible. Je pense à la SICAP, qui est une société coopérative, c'est une CICAE, il en reste 10 ou 11 en France, qui produit sur un territoire donné, c'est-à-dire Pithiviers, sur un certain nombre de kilomètres carrés, depuis 120 ans, puisqu'elle a eu le monopole par l'État qui lui a été donné parce que EDF, RTE à l'époque ne souhaitaient pas aller au fin fond des campagnes en disant j'amène l'électricité jusque-là et pour les petites fermes, vous allez vous débrouiller, pour votre raison, on vous abandonne le territoire, l'État en a été d'accord. Et aujourd'hui, depuis 120 ans, ils distribuent et produisent de l'énergie renouvelable. Alors, cette énergie, l'électricité prend toujours le chemin le plus court, mais ils ont des investissements sur des centrales hydroélectriques, sur de la cogénération, sur de l'éolien, sur du photovoltaïque, partout sur le territoire, mais ce qu'ils distribuent, c'est cette énergie-là. Le deuxième point, c'est qu'en région, on a voulu faire quelque chose de concret, justement, dans cette COP régionale, on sera venu en parler tout à l'heure, c'est de créer un livret pour ma région, où le citoyen a capacité d'orienter son épargne vers des financements ciblés, c'est-à-dire qui peut faire le citoyen, l'association, la coopérative, et ça servira à financer des projets de la TE, transition économique, écologique, énergétique. Et on ciblera, on tracera l'argent comme on le fait au crédit coopératif depuis de très très nombreuses années. Un investissement sur l'avenir. Alors pas seulement pour celle ou celui qui épargne, mais pour le bien commun. C'est-à-dire qu'en ciblant justement ces investissements au profit d'entreprises œuvrant dans le champ de l'économie sociale et solidaire d'un point de vue local, je ne sais pas, on pourrait penser aux AMAP, etc., on garantit quand même une certaine sécurité aussi pour l'avenir. Contrairement, je veux dire, un investissement dans l'énergie fossile, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je rejoins ce que disait le président sur les circuits courts. Je pense qu'on a tout intérêt à mailler notre territoire et à travailler entre nos réseaux respectifs qui, quelquefois, se connaissent mais ne travaillent pas suffisamment ensemble. Et on a plein d'exemples concrets. Je pense que les coalitions de la COP régionale facilitent, puisque le but c'est de massifier ces actions sur un territoire donné et amener à rencontrer des acteurs qui ne se connaissent pas forcément. ESS, les corps ESS, je crois qu'il faut qu'on maille un petit peu plus notre territoire et qu'on fasse tomber un petit peu ces frontières. Vous pensez qu'il y a des frontières? Oui, je pense qu'il y a des frontières culturelles, mais c'est pas parce qu'on est dans l'ESS qu'on ne peut pas travailler avec une entreprise du secteur traditionnel, parce que je crois qu'il y a Isa Group qui est là ce soir. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve de la main-d'œuvre, c'est l'insertion par l'activité économique. Donc elle va voir dans chaque poste dans une entreprise quelle est la part qui peut être sur des qualifications moindres. Elle découpe chaque poste comme ça et les 10% servent à créer un poste. Et donc là, elle prend du personnel en insertion par l'activité économique, donc des éloignés de l'emploi, pour les mettre petit à petit, pied à l'étrier, et vont monter en compétences d'année en année. Et c'est à peu près 5 millions d'euros de fiches de paye par an. Inversement, enfin, les passerelles peuvent aussi se faire dans l'autre sens. Oui. Voilà. Jérémy Godet, vous allez nous expliquer justement comment est-ce que la région Centre-Val de Loire met en place cette COP régionale. Alors, pour parler de la COP, je vais commencer par redire ce que pour moi nous avons besoin aujourd'hui.
Je pense que nous avons d'abord besoin, pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres, de nous réconcilier avec le vivant, avec la planète, pour en prendre soin. Nous en avons besoin pour développer des solutions pour vivre avec le changement climatique et pour l'atténuer. Et plus pragmatiquement, en fait, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est du passage à l'action. Et l'action, elle se fait où et elle se fait avec qui? Elle se fait où? Elle se fait dans les territoires. En réalité, la collectivité régionale, elle est un peu à mi-chemin entre le national et le local. Et de plus en plus, une de ses fonctions, c'est d'être non pas simplement un guichet de subvention, mais aussi de l'animation des territoires et de l'animation des gens qui font. Je parle du territoire parce que c'est, de mon point de vue, une échelle tout à fait appropriée, parce que c'est l'échelle où on emmène nos enfants à l'école, où on a nos loisirs, où on enterre nos morts. Et donc c'est là où ça se passe. Et avec qui? Eh bien c'est tous les acteurs socio-économiques, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises, le monde de l'ESS évidemment, et les citoyens. Et pour ça, nous avons aussi besoin d'une méthode. Et je disais tout à l'heure, nous avons besoin de l'ESS parce qu'elle a les ressources pour pouvoir répondre peut-être plus que d'autres à ça. En termes de méthode, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'énormément de coopération. Et ça, l'ESS le porte beaucoup. On a besoin de coopération entre les territoires, à l'intérieur d'un territoire, entre les différents acteurs, collectivités, entreprises, ESS, associations, etc. On a besoin d'inspiration, parce que on a eu l'occasion de voir les prix de l'ESS. Ça, c'est de l'inspiration. On sait, vous avez lu un livre, on sait très bien que les auteurs, pour écrire, il faut beaucoup lire. Pour écrire de la musique, il faut beaucoup en écouter. Et bien pour développer du projet, il faut beaucoup aller voir d'autres projets. On a besoin d'inspiration. On a aussi besoin de savoir-faire, d'ingénierie, ça c'est souvent le cas qu'on souligne. Et enfin, on a évidemment besoin de moyens financiers. Et la région, son rôle là-dedans, c'est d'être au cœur de ça et d'être un facilitateur de ça. C'est-à-dire, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est comment on peut répondre au mieux à ces besoins, comment on les organise avec les autres acteurs aussi, l'État, l'ADEME, on travaille beaucoup avec l'ADEME. Et donc, c'est ça le sens de la COP régionale. La COP régionale, elle vous a été présentée tout à l'heure, c'est un processus participatif où, vous l'avez dit, il y a des coalitions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans une même filière, vont potentiellement rencontrer des intérêts différents, mais en tout cas se donnent un objet de travail. Et on met quelque chose sur la table, et on y travaille, et on propose, on fait des préconisations, etc. Et toujours, il y a l'enjeu du passage à l'action. La COP régionale, c'est aussi l'appel à manifestation d'intérêt, etc. Mais je pourrais citer aussi d'autres dispositifs de la région. Je pense à vos idées, il y a Gaëlle Lauro qui est là, qui est une de mes collègues, que je salue. À vos idées, c'est typiquement un dispositif qui a été pensé pour faire de la coopération, comme je disais, de la coopération dans un territoire. Je pourrais parler de la REC, je pourrais parler... En fait, à chaque fois, je pourrais parler du réseau Oxygène, qui a été aussi pensé comme un lieu d'inspiration, de coopération avec différents acteurs. C'est vraiment ça, le sens de la région, de passer d'une image de simplement je subventionne à un rôle qui fasse et de la subvention, mais surtout qui se fasse reconnaître comme un lieu où s'anime la transformation sociale et écologique. On va prendre le temps d'écouter les trois grands témoins. Donc, les trois grands témoins, je parle d'Anaïs Rubaud, qui a été assistée de Margot Poidesserre, de Hervé Renaud, assisté de Jeanne Fullois, et Christelle Ozeret, assistée de Baptiste Meyer. Donc, Anaïs Rubaud, vous étiez à l'espace forum que j'ai animé. Hervé Renaud, vous étiez dans la Petite Ourse, donc sur l'aspect régional, plutôt. Et vous, Christelle Ozeret, sur la Grande Ourse. On va commencer par l'international, pour finir sur le local. Alors, je ne sais pas qui de Anaïs ou Hervé prendra la parole. On va commencer avec vous, Christelle, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous faire une brève restitution des conférences auxquelles vous avez assisté Voilà, je vous laisse faire en fait. Vous l'avez préparé. Merci. Oui, alors, 3 conférences très intéressantes. Hein. Merci à la CRES d'avoir organisé cette journée, cet après-midi de qualité. Intéressant parce que même si on s'intéresse à ces sujets, en ce qui me concerne, en tous les cas, je n'en suis pas une spécialiste, mais ce que j'ai entendu cet après-midi permet aussi de faire du lien avec ce que l'on peut porter ou apporter dans nos structures respectives. Donc je vais essayer de faire ce qui m'a été demandé, hein, d'être un peu rapporteur de ce que j'ai entendu et ce que j'ai noté. Donc on a commencé avec une présentation du dernier rapport du GIEC. Donc là on est vraiment sur l'international, hein, avec le rapport du GIEC, avec donc une présentation qui a été faite par monsieur, alors j'espère que je ne vais pas écorcher votre nom, attendez que je retrouve, Le Causané, voilà. Et donc, moi je vais juste repointer certaines phrases ou chiffres que vous avez donnés et qui m'ont marqué pendant votre présentation. Alors, c'est pas exhaustif, hein, bien sûr. Moi, j'ai entendu, et je l'ai entendu aussi sur la deuxième conférence sur l'urgence. Sur l'urgence que vous pointez, parce que on connaît depuis 2001 un réchauffement climatique qui s'accentue énormément. Vous avez parlé d'air géologique, on n'était plus du tout en phase avec le climat des aires géologiques. Et puis vous avez cité des chiffres qui permettent, voilà, d'illustrer votre propos. Vous avez dit qu'au niveau mondial, depuis 2001, il y avait eu un réchauffement climatique de l'ordre de 1,1 degré. Depuis la période pré-industrielle, même vous avez parlé de cette période pré-industrielle, due au gaz à effet de serre. Hein. Et puis vous avez donné le chiffre en Europe, qui était de 2 degrés, et en France, qui est de 1,7 degré, donc on est au-dessus de la moyenne mondiale, en fait, en France. Et vous avez souligné les risques qui allaient croissant par rapport à ce réchauffement climatique, et des enjeux de plus en plus grands, notamment pour des populations qui sont dans des contextes que vous appelez hautement vulnérables, en accès par exemple à l'eau, à l'alimentation, etc., dû à ce réchauffement climatique. Et vous avez donné un chiffre et des zones géographiques qui sont assez parlantes, puisqu'on est entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui sont concernées par ces contextes hautement vulnérables, et qui se situent en Afrique et beaucoup en Asie. Donc les pays qui sont les moins contributeurs de ces gaz à effet de serre, mais qui en souffrent le plus. Donc ça, c'est des choses dont on entend parler fréquemment dans la presse. Vous avez quand même, malgré cette urgence qu'on retrouve aussi dans les scénarios de l'ADEME, vous avez aussi... Alors pardon, ça c'était la deuxième conférence. Hein. Non, je suis toujours sur la première. Ah, vous êtes toujours sur la première. J'ai 2-3 choses à dire. Allez-y. Vous avez parlé aussi des impacts en Europe, avec les vagues de chaleur qu'on connaît, les pertes de rendement agricole, la pénurie d'eau, les inondations, etc. Vous avez dit quand même qu'on avait une politique en France qui permettait une adaptation, qui progressait, mais insuffisamment vu la rapidité des changements. Donc il y a quand même des choses qui se font, mais malgré tout, on est un peu lent, si j'ai bien compris. Et vous avez parlé d'un plan national d'adaptation, donc on parle d'adaptation. Voilà, et puis... vous avez évoqué que le rapport proposait aussi des solutions. Donc il y a des solutions dans le rapport, si j'ai bien compris, hein, que je ne connais pas par cœur, vous vous en doutez, mais que ces solutions, elles doivent absolument être soutenues par des politiques climatiques qui sont adéquates. Donc on espère que cette fameuse COP s'en inspirera. Et
puis, vous avez parlé, notamment, j'ai noté 2 chiffres qui concernent les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, que sont les transports, pour 31% des gaz à effet de serre, et des bâtiments pour 17%. Alors, je cite ces chiffres parce qu'on y reviendra sur la 3e partie, la 3e conférence. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait des solutions, que vous en proposiez, comme d'autres proposent des solutions, on verra après sur les autres conférences. D'accord. Merci. Merci pour... on poursuit avec, je ne sais pas, Hervé Renaud, Anaïs, allez, trêve de politesse, allez, Hervé Renaud, circuit court pour le micro, voilà. Sur la dimension régionale, puisque donc vous étiez à la Petite Ourse, qui aborde plutôt l'aspect régional de cette transition écologique et énergétique. Voilà, alors je vous laisse vous exprimer. C'était la Petite Ourse, mais c'en était néanmoins très dense, puisque nous on avait une conférence de plus, donc on était 4. Donc j'ai la lourde tâche, c'est de restituer en quelques minutes, je crois qu'on m'a dit que j'avais 4 minutes, pour restituer 1h15 de conférence. Donc la première, j'ai déjà un petit peu attaqué tout à l'heure avec la COP régionale, parce que c'était le sujet de cette COP régionale, donc c'est juste de faire un petit rappel historique, et je demande l'indulgence du vice-président, qui est à côté de moi. Je crois qu'elle a été créée il y a 4 ans, à la louche, on va dire plus ou moins un, celui aussi indulgent avec moi. Elle a été créée pourquoi? C'est en raison du dérèglement climatique. En se disant, bah, nous, à l'échelle de notre région, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me permets de parler un petit peu à la place des élus. Et donc, on va l'inscrire dans le SRADECT. Alors, je ne vais pas vous donner l'acronyme, en gros, c'est le schéma régional sur le sujet de cette transition écologique. Et l'objectif, c'est de dire, on va arriver, ce que l'on souhaite, c'est 100% d'énergie renouvelable sur notre territoire. Donc, c'était à peu près ça à l'origine, si j'ai bien écouté tout à l'heure. Et comment on peut y arriver? Ben, on n'y arrivera pas juste en disant je donne une subvention par-ci, ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais c'est moi qui le dis. Mais on va plutôt massifier, c'est-à-dire qu'il faut que le public de cette région, les citoyens, se prennent en main. Et comment ils peuvent prendre en main? On ne va pas décréter qui va faire quoi. Et ben, on va créer des coalitions. C'est ces fameuses coalitions où on va partir d'une idée, donc il faut quand même un porteur d'idée. Ensuite, ça sera labellisé ou pas par la COP, mais généralement ça l'est, puisque ça part dans cette intention-là. Et ça va être de travailler dans ces coalitions sur les bonnes pratiques, sur le passage à l'action, alors sur différentes thématiques très simples qui nous touchent tous au quotidien, c'est l'habitat. Qu'est-ce que l'on peut faire sur l'habitat? Donc on ne va pas dérouler le sujet. Sur les mobilités. Donc aujourd'hui c'est devenu une réalité, mais on en parle beaucoup et quelquefois on en fait un peu moins que ce que l'on en dit. Sur la biodiversité, ça c'est un véritable sujet, parce qu'on le voit avec ce qui s'est passé sur les abeilles encore assez récemment, c'est que sans abeilles, plus de vie, donc c'est cette fameuse biodiversité. Et l'alimentation. L'alimentation, ben là, on vit au quotidien, parce qu'on parle aussi des pénuries avec ces aléas climatiques, donc maintenant on est directement touché, c'est là qu'on en prend réellement conscience. Et ben, le mot d'ordre, c'est de venir rejoindre ces coalitions. On peut toujours en créer des nouvelles, mais le but, c'est pas de multiplier des initiatives, c'est plutôt de se rattacher des initiatives qui existent. Donc voilà, et je remercie Laurence Philippe pour son intervention de tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais c'est elle qui a fait cette présentation. J'espère ne pas trop être éloigné du sujet, mais c'était ça. Merci. Anaïs. Merci. Donc moi j'étais sur la partie forum où Daniel a interviewé 9 associations. Donc je ne vais pas pouvoir vous résumer ce que fait chacune association, mais sachez que c'était... on a eu 8 interviews, mais il y avait 9 structures. Donc, pardon. Oui, donc je ne vais pas vous résumer tout le monde, mais sachez que c'était vraiment des projets passionnants. Je vais plutôt vous parler de ce que ces structures avaient en commun dans leur façon d'œuvrer en faveur de la transition écologique. Déjà, ce qui ressortait vraiment, c'est que l'ESS, dans son traitement de la transition écologique, est vraiment présente dans toutes les filières. Là, on avait des associations qui traitent de l'alimentation, de la commande publique, du bâtiment, de l'énergie, du réemploi, de la biodiversité ou encore de la culture. Et puis, ces projets de transition, ils s'adressent vraiment à tous les publics. Les citoyens dans leur ensemble, avec souvent un focus sur les jeunes, on en reparlera après, les entreprises, les institutions, les collectivités. Donc ce qu'il y avait en commun dans tous ces projets, c'est que déjà tout le monde œuvre en faveur de la sensibilisation de ces publics.
avec l'idée qu'il faut avoir un impact sur l'action, pour avoir un impact sur l'action individuelle, il faut œuvrer de manière collective. Et il ne faut pas seulement changer les comportements, c'est notamment ce qu'il y a dans les schémas de l'ADEME, je crois, les scénarios de l'ADEME. L'idée ici, c'est pas seulement de changer les comportements, pas seulement de réparer les problèmes d'aujourd'hui, mais de sensibiliser et de former dès le plus jeune âge pour instaurer des bonnes pratiques. Et donc, on a beaucoup parlé aussi d'éducation populaire, de sensibilisation, d'éducation de tous les publics. Ces structures, ce qu'elles avaient aussi en commun, elles ont beaucoup parlé de l'importance de la concertation, de la mobilisation des citoyens et aussi de l'implication territoriale. On avait vraiment cette idée qu'un projet qui va fonctionner à un endroit ne fonctionnera pas forcément à un autre, et que ce qui est important, c'est de prendre en compte les besoins, mais aussi les moyens et les ressources qu'on a sur chaque territoire. C'était important aussi pour tous ces projets de travailler en coopération. On a vu beaucoup qui travaillent ensemble, par exemple la Ligue de l'enseignement qui va travailler avec toutes les autres structures de l'ESS sur son projet, par exemple transitaire. Toutes les autres structures nous ont parlé, donc coopérer avec d'autres acteurs de l'ESS, avec des citoyens, avec des experts. Vraiment une des phrases fortes, moi je trouvais de ces interviews, c'était l'idée d'unir les forces et les idées de tous les acteurs pour avancer ensemble. Et puis, ce qui était important aussi, voilà, c'était cette notion d'émulation d'idées. Pour faire évoluer les pratiques, il faut qu'on travaille ensemble à faire former l'esprit critique et à éduquer. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur ces interviews. Merci Anaïs Rubaud, merci donc à tous ces grands témoins. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas assisté à la conférence consacrée à l'ADEME, l'ADEME a proposé pour 2050 4 schémas de transition. Voilà, il y a génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari réparateur, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de l'ADEME. Je me tourne à présent vers Mohamed Amjadi. Peut-être que vous vouliez rebondir sur les propos que vous avez pu entendre. Quel est le regard de l'ADEME, enfin plutôt l'écoute que l'ADEME que vous avez portée à ces témoignages des grands témoins? Beaucoup de choses qui ont été dites sont connues, à la fois la réalité du rapport du GIEC qu'on connaît, qu'on porte et qu'on essaye de transformer. D'ailleurs, les scénarios de l'ADEME, comme ça a été dit, ils ont été inspirés par le rapport du GIEC de 2018. L'idée, c'était de savoir dans quelle mesure on pouvait décliner les différents scénarios du rapport du GIEC en réalité de manière pragmatique sur le territoire national. Donc finalement, le travail qui a été fait a muté, a évolué dans le temps pour arriver au scénario tel qu'on les connaît, avec une vision un peu, je dirais, à la fois idyllique, parce que les 4 scénarios, à travers 4 chemins différents, aboutissent tous à l'objectif de la neutralité carbone, parce que c'est ça le sujet et l'enjeu. Alors, on ne s'y prend pas de la même manière, on ne prend pas les mêmes chemins, l'objectif est atteint, mais en réalité, une question qui a été posée, mais quel est le schéma ou la route qui est celle que l'ADEME recommanderait? La réponse est on n'en a pas. L'objectif, c'est d'éclairer les acteurs, à la fois les acteurs politiques, mais également les acteurs du territoire. Et la transition, ça a été dit, on ne la fera pas, ni dans les ministères, ni dans les locaux de l'ADEME. Elle est faite par les acteurs du territoire. Et quand je parle d'acteurs, c'est à la fois les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, et puis au final, nous tous, parce que nous sommes acteurs de chacun de ces domaines d'action, parce qu'on est à la fois citoyen d'abord citoyen du territoire, tout simplement maire, père de famille, et puis acteur du territoire, et ensuite on peut porter un certain nombre de casquettes tout au long de la journée qui peuvent varier, chaque entreprise, élu, représentant associatif, tout simplement acteur associatif. Et si on veut y arriver, et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est que de toute façon, c'est pas un sujet individuel, c'est un sujet collectif. Mais par contre, c'est l'action individuelle qui va contribuer à des résultats collectifs de grande ampleur. Et si on en est arrivé là aujourd'hui, et on se pose la question finalement comment on a fait pour en arriver là, c'est parce qu'à un moment donné, on a suivi un certain nombre de chemins et de cheminements qu'on pensait être bons. Je pense qu'on s'est trompé, ou alors on nous a peut-être menés en erreur, de manière collective. Et aujourd'hui, le rôle de l'ADEME, c'est d'éclairer, tout simplement, à travers ce type de travail, d'accompagner, parce que c'est aussi une partie importante du rôle de l'ADEME, à la fois à travers la production d'informations, la production de données, la production de connaissances, parce qu'il faut connaître pour agir, et puis également de l'accompagnement, à la fois à l'expertise, mais également, on a la chance d'avoir aussi de l'accompagnement financier, parce que faire des implantations, c'est génial,
On peut en faire tant qu'on veut dans cette salle, mais ensuite il faut passer à l'action. Pour passer à l'action, c'est des projets. Pour mettre en œuvre des projets, il faut des financements, naturellement des financements publics, parce que l'ADEME gère le financement public, mais pas que. Des banques sont importantes, et puis l'ensemble des acteurs de notre territoire pour qu'on puisse aboutir. Donc, si je peux résumer ce que j'ai entendu, ça a été une après-midi très enrichissante, qui nous a rappelé un certain nombre de réalités, et puis surtout qui nous rappelle qu'il va falloir qu'on agisse assez rapidement, et si on ne le fait pas, ensemble, de manière collégiale, de manière conjointe, de manière concertée et complémentaire, les objectifs à la fois en matière de réduction d'émissions, mais ce n'est pas ça le plus important, l'objectif c'est de maintenir un niveau de température, je dirais, adapté à la vie humaine sur la planète. Merci. Pour résumer, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu donc, ces 4 propositions de l'ADEME, alors je vais vraiment vulgariser à outrance. Je les mets en 2 parties. Il y avait la génération frugale et les coopérations territoriales qui se font avec un changement des mentalités, un changement des comportements, qui mise sur le changement des mentalités et des comportements. Après, on a les technologies vertes et le pari réparateur, qui serait plutôt, j'allais dire, le placement, vous parliez d'incantation, enfin, une sorte d'incantation vers, on va trouver la solution technologique. Là, c'est le pari réparateur. Hein. On va réussir à trouver un aspirateur à dioxyde de carbone, par exemple. Et puis après, on a l'entre-deux, justement, les technologies vertes. Alors, il est très objectif, hein, très factuel. Enfin, ce sont des scénarios qui ne prennent pas position. Vous n'êtes pas là pour dire qu'il faut faire le 1, le 2, le 3 ou le 4. Par contre, vous laissez la possibilité aux citoyens, citoyennes d'agir. Et c'est vrai qu'on s'apercevra, et je vais rebondir sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure par Jean-Louis Desnoux et Jérémy Godet, qui disait, qu'est-ce que je disais, voilà, l'ESS et l'économie d'avenir. Est-ce que vous pensez justement que l'économie sociale et solidaire peut soutenir les 2 premiers scénarios, à savoir génération frugale et coopération territoriale? D'ailleurs, on m'a posé la question au collègue qui a fait la présentation en disant l'ESS, elle est où? Oui, clairement, il est dans ces 2 premiers scénarios, voire même le premier scénario. On est bien sur le changement de comportement, on est sur le changement de paradigme. On n'est pas du tout sur des questions technologiques. Naturellement, la technologie, on l'a vu au quotidien, on contribue, de manière ou d'une autre, on contribuera à la réalisation et à l'aboutissement des objectifs. Mais si on occulte l'aspect humain du quotidien de nos sociétés, il ne reste plus rien. Donc si on doit aujourd'hui se projeter dans un avenir où la question sociale se résume à avoir des robots, de l'automatisme pour gérer à notre place ce qui resterait, je crois qu'on se trompe complètement. La société humaine, depuis des milliards d'années, ou des millions, des centaines de millions, je ne sais pas exactement depuis combien, donc elle a évolué et elle s'est adaptée aux réalités. Et d'ailleurs, on peut prendre un élément tout simple, les questions énergétiques, il y a des millions d'années, se résumaient certainement à brûler quelques brindilles. Ne sont pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, les générations ont survécu, vécu, et on est là où on en est aujourd'hui. La question énergétique n'est pas le sujet en soi. La question énergétique, c'est celle de l'alimentation et celle de l'eau. Si demain, par le comportement, par nos manières de faire, on met en péril ces 2 paramètres, la question de l'eau et la question de l'alimentation, il n'y a plus de société humaine. On va réfléchir à voix haute, là, c'était pas prévu, mais comment Jérémy Godet, donc pour la région Centre-Val de Loire, Jean-Louis Desnoux pour la CRES et vous-même, M. Abjadi, pour l'ADEME, comment est-ce que vous pourriez travailler tous les 3, enfin je ne sais pas si vous avez des idées, des pistes de développement. Alors, moi je vais commencer par l'ADEME. Allez-y, puisque vous avez le micro. Oui, je vais commencer par là. D'abord, naturellement, on travaille avec à la fois la CRES, aujourd'hui l'ADEME à l'échelle nationale, et elle accompagne à la fois le mois de l'ESS, et il y a un accord cadre avec la CRES à l'échelle nationale, on l'accompagne, on discute en région, hein, on a eu un certain nombre d'échanges, de discussions, certainement on va aboutir à finaliser à une manière de travailler et d'accompagner la CRES sur un certain nombre d'actions. L'ADEME, c'est simple, elle travaille sur des projets, donc elle accompagne des projets. C'est la notion de concrétiser la transition sur notre territoire, c'est à travers des projets. Donc notre mission à nous, c'est on finance des projets, on ne finance pas du temps, on ne finance pas des idées, mais même si c'est le cas en réalité, mais par contre, à partir du moment qu'on s'est mis d'accord sur un programme d'action, naturellement l'ADEME sera aux côtés de la CRES. Alors avec le conseil régional, ça fait des décennies qu'on travaille, notamment à travers le contrat de plan État-région, parce qu'on a une contractualisation qui est annexée à ce contrat de plan État-région, qui nous engage à mettre des moyens financiers,
des moyens humains, à porter ensemble un certain nombre d'actions, notamment sur la question de l'économie circulaire. On a aujourd'hui une feuille de route qui existait depuis déjà 3 ans, donc on l'a reconduit cette année, en essayant de se partager les responsabilités. L'objectif, c'est d'aller, de travailler en synergie, d'être complémentaires entre ce que les institutions et les associations locales peuvent faire et ce qu'on peut faire nous. Comme je l'ai dit, nous on ne fait pas, on accompagne à faire. Donc on est à la fois, on s'attribue 3 ou 4 rôles. D'abord, on est des aiguillons, et puis on accompagne l'expérimentation sur le terrain. Alors là, notre rôle, c'est de massifier quand on pense que c'est intéressant de dupliquer. Et puis au final, on est un partenaire de confiance pour l'ensemble des acteurs qui interviennent sur les questions de transition écologique. Alors, il y a quelques années, on ne parlait pas de transition écologique, on parlait plutôt des questions de l'énergie, développement des énergies renouvelables, maîtrise de l'énergie, les questions de déchets. Aujourd'hui, on a tout mis à travers ce vocable, qui est très bien, ce qui nous permet de travailler de manière beaucoup plus transversale, et en particulier en direction des acteurs des territoires. Et dans ces acteurs des territoires, on regarde bien l'ensemble des acteurs, à la fois entreprises, collectivités, associations, et c'est bien ce groupement qui va permettre d'aboutir à des résultats significatifs en matière de changement de comportement et en matière, finalement, d'enjeux territoriaux. Et quels sont les acteurs, actrices que l'ADEME pourrait soutenir en priorité? Je ne sais pas, alors on peut penser à l'agriculture, on peut penser à l'habitat, au logement, à l'alimentation. Il y a plein de domaines, justement, dans l'économie sociale et solidaire. Selon vous, vers quel domaine, justement je ne vais pas dire principalement. Aujourd'hui, on est plutôt sur des questions autour de l'économie circulaire. L'économie circulaire, de manière générale, qui fait partie intégrante du spectre du domaine d'intervention de la CRES. Mais ce n'est pas limitatif. En tout cas, c'est très ouvert, parce que si je pense aux associations, donc ça peut aussi bien considérer Envirobat le bâtiment, ça peut considérer... Ce qui est déjà le cas. D'accord, Impact aussi, qui travaille plutôt sur l'agriculture. L'économie circulaire concerne un grand champ de l'économie sociale et solidaire, quand même. Et si on fait le tour aujourd'hui en région centre, je vais parler de 2021 et 2022. 2021, c'est 45 millions d'euros qui ont été investis sur le territoire régional, sur l'ensemble des secteurs d'activité, à la fois en direction d'entreprise, mais également d'associations et de collectivités en région. Et en 2022, on en sera certainement à 40 millions qui ont été investis de la même manière et tous azimuts. Et on accompagne à la fois des réflexions, des initiatives, mais également des projets de grandes entreprises, parce que la question de transition, la question de décarbonation est aussi un vrai sujet. Il y a un enjeu territorial aujourd'hui, et la question qui se pose pour les quelques jours ou les quelques semaines à venir, c'est fait très froid, c'est de savoir comment on va pouvoir continuer à être alimenté en énergie sous toutes ses formes. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de plans qui sont développés et ils sont accompagnés par l'ADEME. Alors, on peut parler de ce qui s'est passé pendant le Covid, avec le plan de relance, qui a été un plan significatif, plutôt orienté monde économique. Aujourd'hui, on a le plan France 2030, qui est également plutôt orienté sur des questions de technologie, qui continue à alimenter le monde économique. Mais c'est la question autour de l'accompagnement des entreprises et des associations est également un véritable enjeu. Et on les regarde uniquement avec un seul spectre, c'est quel est le projet, est-ce que le projet contribue de manière significative aux questions de transition sur nos territoires. Jérémy Godet. Oui. Oui, alors, l'ADEME est un des partenaires essentiels du Conseil régional. On travaille, ça a été dit, déjà pas mal ensemble. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais j'aurais dû commencer par là, que la COP régionale est aussi coportée et animée par l'ADEME, entre autres. Il y a le CPER, et puis je crois qu'il vous a été présenté aussi Let's Go for Climate, où on est aussi partenaire. L'enjeu aujourd'hui, c'est quand même que tout le monde vienne autour de la table. C'est-à-dire que le tour de table, ça ne doit pas être simplement l'ADEME ou la région, et ça doit être aussi les banques. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu le livret pour ma région qui a été fait. C'est les autres collectivités, les collectivités locales, les départements, les différents syndicats, etc. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien que tout le monde soit autour de la table, parce que si on ne se met pas tous ensemble autour de la table, c'est clair qu'on aura du mal à atteindre les objectifs qu'on se donne. Et ça, c'est le sens de l'Agence régionale pour l'énergie et le climat, qu'on est en train de créer, qu'on va créer au début de l'année 2023 avec le Conseil régional et avec d'autres autour de la table, pour pouvoir réussir à embarquer, à fédérer
tous les acteurs qui aujourd'hui, de près ou de loin, travaillent sur la transition écologique. Et ça, c'est un des sujets majeurs de mon mandat en particulier, mais des prochaines années pour tous. Concernant la CRES, elle a un autre rôle, mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que nous, la CRES, le Conseil régional a fait le choix d'aider, de soutenir la CRES à travailler ça. Parce que, évidemment, que l'enjeu, c'est l'action, on l'a dit plusieurs fois, et moi je comprends tout à fait que des financeurs soient très attentifs à ce que ce qu'ils financent se traduise par des actes, et c'est évidemment normal, mais je crois aussi qu'il y a besoin d'étapes préalables. Je crois même que cette étape préalable qui consiste à donner du sens, à se dire pourquoi on fait les choses, il faut toujours se le faire, même quand on a déjà agi. Et d'ailleurs, c'est quand on a déjà agi que, finalement, redonner du sens, ça a encore plus de sens. Donc, je suis très content d'aider la CRES qui, là, sur cette fonction-là, parce qu'on voit bien que c'est une des fonctions d'une tête de réseau, en réalité. C'est d'être en capacité de réunir des gens, de les faire travailler ensemble, de les faire coopérer ensemble, etc. Et que ça, cette fonction, elle est fondamentale. Donc nous, la région, on continuera là-dessus et on a, je crois qu'on participe largement à financer le poste d'Edouard, et puis le mois de l'ISS, mais voilà le sens de notre équipe. Oui, attendez, je vais vous donner la parole, mais je vais juste en profiter pour annoncer donc, un événement qui aura lieu du 6 au 17 mars, qui parle justement d'un partenariat région et ADEME, puisque du 6 au 17 mars 2023, en centre Val-de-Loire, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, organise un événement au format inédit ouvert aux professionnels, collectivités et associations, l'ADEME Tour des énergies renouvelables, qui proposera 3 à 6 visites d'installations d'énergie renouvelable dans chaque département de la région. De plus, les participants auront la possibilité de construire leur propre programme en visitant seulement les installations qui les intéressent. Voilà, c'était pour illustrer votre propos. Merci pour Merci. Alors effectivement, ça a été souligné. Alors moi, je suis particulièrement heureux de cette future collaboration encore plus prégnante en ce qui concerne l'ADEME et la CRES Centre Val-de-Loire. Effectivement, comme vous l'avez dit, la CRES est un ensemblier d'un certain nombre d'acteurs, mais effectivement, pour les mettre en mouvement, il faut aussi avoir des moyens humains, des moyens financiers pour pouvoir faire cela, et pour pouvoir après faire des actions. Parce qu'à un moment, voilà, l'action, elle se développe, mais pour faire cette action, il faut l'avoir pensée, il faut avoir été en capacité de mobiliser autour de cette action, autour de ce projet, pour pouvoir la développer sur notre territoire pour l'ensemble pour le bienfait de nos concitoyens. Voilà, donc on est vraiment sur ce triptyque de collaboration. Alors, il y a d'autres partenaires, ça a été dit, effectivement, les banques, mais qui sont déjà, pour un certain nombre d'entre elles, notamment celles qui sont adhérentes de la CRES, engagées dans cette démarche. Je l'ai dit, la CRES est un ensemblier, il y a aussi des outils qui sont là pour nous aider à porter des projets. Je pense notamment à France Active qui, sur le territoire, aide un certain nombre de structures. Voilà, on va aussi avec les mutuelles sur cette thématique. Voilà, donc cet ensemblier est là pour faire vivre l'économie sociale et solidaire en centre Val-de-Loire, avec la possibilité d'avoir un partenariat élargi. Donc ça va nous permettre d'être plus efficients pour les mois à venir. Et on sait qu'on voit bien, il y a une urgence. Donc il ne faut pas trop traîner, si je peux me permettre l'expression, pour rentrer dans l'action assez rapidement. Et on peut maintenant dire qu'on peut compter sur le soutien de l'ensemble des acteurs et des partenaires pour qu'on puisse mener à bien ce projet et en créer d'autres et en porter d'autres, bien évidemment, pour nos concitoyens. Je vais passer le micro à Guy Genvreau, qui va parler de manière subjective, parce que forcément il est passionné par le sujet, mais quand même j'aimerais bien essayer de nous convaincre pourquoi, enfin je ne sais pas, je pense que vous êtes d'accord avec Jean-Louis Desnoux, pourquoi est-ce que l'économie sociale et solidaire est l'économie de l'avenir? Je suis vraiment pas d'accord avec Jean-Louis Desnoux. Oui, si, bien sûr que ça. Bah, ça ne peut pas être autre chose que l'avenir. Enfin, il faut faire une dichotomie. D'une part,
il y a ce qui peut être l'économie de demain, comme l'a dit Jean-Louis, moi ça fait plus que des années, des dizaines d'années que je pense que c'est celle qui peut porter le monde, et c'est l'autre. Alors j'avais envie de reprendre ce qu'avait inventé, je crois que c'était Ségolène Royal, l'écologie punitive. Moi j'ai inventé l'économie punitive. Vous voyez, je pense que c'est ça qu'il faut mettre au banc de la société, cette économie qui est en train de détruire la planète et 200 sociétés qui sont en train de tuer le monde, quoi. Tout ça. Bon, on va pas revenir là-dessus, comme je l'ai dit, il faut que ce soit subjectif et rapide. Mais je pense que nous, on est en capacité de se développer, et comme on répond aux besoins de la vraie société, si je puis dire, de ce qu'on a besoin tous les jours, il n'y a pas de raison qu'on ne se développe pas. Ça le fait tranquillement, même si le Covid a un peu fait baisser le nombre d'emplois dans nos secteurs. En tout cas, je pense que ça peut être que celle de demain. L'autre, elle est en train de tuer la planète, donc je ne sais pas où on va aller si jamais elle continue de se développer aussi fortement. Je voudrais quand même prendre juste un petit mot, parce que si Édouard fait un travail formidable, c'est aussi grâce à l'ensemble des porteurs de projets de la CRES. Je rappelle que l'économie sociale solidaire, parce que Jean-Louis l'a pas complètement évoqué, c'était l'ensemblier, mais c'est quand même d'abord les associations, c'est quand même 85% à peu près de l'emploi. Hein. Après, on a les mutuelles, les fondations et les coopératives. Et puis, il y a, la loi Hamon de juillet 2014 avait ouvert un peu la porte à quelque chose que j'aime pas trop, les structures commerciales, du moins qu'elles rentrent dans le créneau des possibilités. C'est l'article 1er qui dit on doit avoir une démocratie fonctionnelle pour porter les structures, une personne, une voix. Des fois, il y a des gens qui disent un homme, une voix, une personne, une voix. Et puis, les bénéfices, bien sûr, pas réinvestis dans les dividendes. Enfin, ça, on connaît tout ça. Donc, c'est l'article 1er. Heureusement qu'on a eu cette loi de juillet 2014. On l'attendait depuis des années et des années. Et elle a enfin clarifié ce qu'on était. Donc, je voudrais juste terminer sur le fait qu'au niveau de la CRES, on travaille maintenant avec ces structures dans le cadre d'un groupe qui réfléchit à diverses choses. Déjà, l'accompagnement. Alors, on a créé un système qui s'appelle ESSOR, qui permet de rassembler l'ensemble des développeurs, enfin ceux qui sont en capacité de faire un certain nombre d'actions. Deuxième chose, on a Carteco, qui a permis de clarifier aussi l'ensemble des acteurs, enfin ceux qu'on connaît. C'est quelque chose qui me trottait aussi dans la tête depuis longtemps, faire en sorte qu'on sache ce qui se passe sur la région. Il y a des tas d'initiatives qui sont prises, d'ailleurs des fois par des personnes qui ne sont pas dans les associations. Et donc le mouvement associatif qui existe à l'intérieur de la CRES aide aussi ses accompagnateurs, accompagner ces nouvelles productions. Donc on a un certain nombre d'éléments comme ça, et donc ce groupe va aussi faire au moins deux choses, je l'espère, c'est essayer de rassembler les pratiques, parce qu'en fait il existe plein de choses, et surtout des pratiques qui soient faites dans notre région, parce qu'on peut aller chercher ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, ailleurs, mais ce qui se fait chez nous. Donc voir ce qui existe et ce qui peut être porté et qui peut être bien sûr porteur d'expérience pour d'autres. Hein. Donc on va essayer de rassembler ces expérimentations au mieux, et puis surtout on le fait cet après-midi, on essaye de faire de la sensibilisation et surtout inventer un plaidoyer, parce qu'en fait quand j'ai dit qu'il fallait rajouter un E à la fin de ESS, c'est vrai qu'on est au début aussi. Peut-être moins moi, mais en fait, on est tous là à se demander, la société de demain, c'est quoi? Si on ne rajoute pas ce E à cet ESS, on va avoir du mal à s'en sortir. Donc il faut absolument lier social et écologie. Et j'aime bien, Mohamed, aussi, ce qu'on a dans le rapport de l'ADEME, c'est le fait qu'on ne peut pas inventer le monde de demain sans démocratie. Hein, ça, c'est impossible. Donc ça veut dire comment on fait pour porter ça? Je viens de dire, par exemple, que le directeur de PayPal, qui est milliardaire, soutenait les républicains aux États-Unis et ne voulait pas entendre parler de démocratie. C'est-à-dire que les milliardaires, c'est pas ce qu'ils aiment entendre. Nous, bon, je pense pas qu'on ait des milliardaires dans la salle, ce serait bien, ça nous filera un coup de main. C'est pas le cas. Par contre, on a des gens qui sont presque milliardaires, mais qui nous donnent un coup de main, comme la région. Voilà. Donc, je dirais que merci à vous. Et je pense que tous ensemble, on va être capable de travailler. Alors, on vous invite d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé à nous retrouver, allez voir Édouard, parce qu'il faut du travail, absolument. Allez voir Édouard. Et Édouard, il est parti pour rester avec nous, j'espère. Il est peut-être parti pour rester. Voilà. Merci Édouard, et merci à vous. Juste avant de terminer, je vais revenir sur justement l'économie sociale, une économie d'avenir, notamment avec la place de la jeunesse. Alors c'est Anaïs Lubeau qui en a parlé tout à l'heure, parce que donc elle a assisté au forum que j'ai animé, dans lequel il y avait beaucoup d'associations qui faisaient à la fois de l'information, de l'éducation populaire, de la sensibilisation des jeunes publics. Notamment en éduquant à la citoyenneté, donc à la citoyenneté aussi qui contribue à l'implication citoyenne dont parlait Jérémy Godet, puisqu'à un moment il faut passer à l'action
Donc aussi, il faut accompagner les enfants et les jeunes pour passer à l'action. Vous vous rappelez l'introduction à 5 sujets que je vous ai fait, il faut leur donner de l'espoir quand même à cette jeunesse. Et puis aussi, je pense que si l'économie sociale et solidaire est un secteur économique d'avenir, elle intéressera forcément les jeunes voilà, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi, le monde de l'économie sociale et solidaire est un moyen d'exercer un métier en adéquation avec les valeurs et le sens que l'on veut mettre dans l'avenir. Je pense que cette question est d'autant plus préoccupante pour la génération voilà, qui vient d'arriver dans ce 21e siècle que pour les générations précédentes. Voilà, je vais laisser Jean-Louis Desnoux conclure, à moins que peut-être dans le public il y ait une personne qui veut nous interpeller. Non, c'est fini. Non. Donc allez, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, merci. Alors moi je voudrais remercier vraiment tous ceux qui ont œuvré pour construire ce premier forum. Alors, vous avez entendu le premier forum. J'espère qu'il y en aura un autre. On va travailler, il n'y a pas de raison. Hein. En plus, nous étions accueillis dans d'excellentes conditions, dans un site un peu exceptionnel. Alors, je vous invite forcément à revenir pour visiter les étages inférieurs, puisque là, on était au 4e dans un tiers-lieu. C'est bien, c'était aussi un petit clin d'œil par rapport à la Grèce et à la mission qu'elle a sur ce sujet spécifique, en collaboration avec la région. Et puis, on l'a dit, hein, c'est une économie qui a du sens. Et on sait que, justement, la jeune génération cherche ce sens pour s'engager, pour pouvoir porter des projets, pour pouvoir imaginer un avenir serein. Voilà, ils sont beaucoup plus sensibles que nous à certaines thématiques. Donc, moi, c'est mon livre du jour, hein, l'avenir, c'est la jeunesse, c'est ce qui peut se passer au niveau, ce qui peut être porté au niveau de l'école, notamment. Voilà, donc, ce travail, vous l'avez défriché un peu cet après-midi. Vous avez eu l'occasion de pouvoir rencontrer un certain nombre d'acteurs, de pouvoir aussi participer à un certain nombre de conférences, pour peut-être aussi éclairer vos choix, votre connaissance sur la thématique. Donc je crois que voilà, on est sur quelque chose une dynamique qui est lancée. Il est important aussi de le faire dans le cadre du mois de l'ESS, parce que c'est aussi un coup d'éclairage qui est mis sur l'économie sociale et solidaire et écologique. et c'est aussi, important, notamment pour tous les acteurs, à un moment de se retrouver sur le territoire. Justement, sur le territoire, il y a 61 actions qui sont organisées pendant ce mois. Donc ça, c'est important. Dans tous les territoires, tous les départements sont impliqués dans une action spécifique dans le cadre de ce mois, avec soit des collaborations, soit pour apporter un projet spécifique. Et c'est ça qui est important, c'est que ça vit aussi dans les territoires, et c'est donc à faire connaître. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller vous rendre dans ces manifestations qui sont organisées, bien évidemment. Il y en a qui sont aussi organisées pour la Grèce, mais vous avez le calendrier, tout est prévu. Je vous donne rendez-vous sur le site de la Grèce, bien évidemment, pour pouvoir vous y rendre. Et puis remercier tous ceux qui ont œuvré, alors nos partenaires qui nous accompagnent, ceux qui ont travaillé, notamment pour faire la restitution, parce que c'est pas forcément évident d'assister à un certain nombre de conférences ou de sujets qu'il faut rapporter de façon synthétique et fidèle à l'ensemble des acteurs. Et puis un salut particulier peut-être, si vous le permettez, à toute l'équipe de la Grèce, qui a été mobilisée sur le sujet. Alors, vous pouvez les applaudir. Voilà, il y avait des petites mains, il y a tout. Tout le monde a œuvré depuis ce matin, de bonne heure. On a fait ouvrir le mob avant l'heure habituelle. Mais bon, il n'y a pas de souci pour la collaboration. Je crois que ça a aussi ouvert des perspectives pour d'autres acteurs de venir peut-être ici pour organiser des manifestations, parce que c'est un site un peu exceptionnel, je le dis, n'hésitez pas à revenir, et surtout à revenir aussi visiter les 3 étages en dessous, c'est aussi important, et notamment donc pour tous ceux qui ont pu découvrir peut-être des associations, n'hésitez pas à leur rendre visite, allez les rencontrer sur le territoire, parce que voilà, c'est bien aussi de les mettre en avant, mais c'est aussi de les faire vivre, donc n'hésitez pas à les rencontrer. Et puis, je sais pas ce qui est prévu après. C'est ça. Donc, il me semblait bien encore. Voilà, donc merci pour votre participation active, pour tout ce que vous avez pu apporter.
Et puis, n'hésitez pas à solliciter la CRES pour, si vous avez besoin d'accompagnement, on l'a dit, hein, au travers des associations de nos partenaires, si vous avez besoin pour porter des projets. Et puis, n'hésitez pas à faire passer le message, candidater l'année prochaine pour les prix de l'ESS, puisque voilà, il y a aussi l'échelon national. On aimerait bien un jour qu'il y ait un prix national qui soit issu de la région Centre-Val de Loire. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Et je vais remercier notre animateur. Merci Daniel.